Bueno, en primer lugar, gracias por su pregunta. Voy a intentar responderle y los compañeros, si no le respondo adecuadamente, pues que me... Vale. Yo he entendido que si la mujer representa, si en realidad reflejamos ese modelo de asociado al amor, a la alegría, ¿no? Sí, la mujer realmente... Aspecto emocional. ¿Y qué es lo que hace usted desde su condición, como profesora, adelante de, digamos, para cambiar un poco el... Yo realmente, con respecto a eso, soy un poco crítica porque nosotros, aquí lo que yo he intentado reflejar son el análisis de las imágenes de esos libros de texto. Es decir, la mayoría de las mujeres pues aparecían con actitudes amorosas en relación al amor, contentas, y simplemente cuando aparecía la agresividad era representada por un hombre. Eso es la investigación con respecto a los libros de texto. Con respecto a la mujer española, yo pienso que depende de lo que entendamos por agresividad, es decir, agresividad como coraje de luchar por las cosas, ¿no? Esa actitud cada vez se ve más en la mujer española, eso sí es cierto. Es decir, la mujer española no solo se asocia al amor, a la alegría, a la felicidad, sino que esa agresividad en ese sentido, como yo le he explicado, de coraje, de lucha, sí está, exactamente, sí está. Agresividad, como nos referíamos nosotros, física, agresividad física, nosotros no, vamos, no sé, yo creo que no, en mi opinión, hay de todo. Se refiere a la asimilación del hombre, a la agresividad, a la violencia, y de la mujer a lo que es la alegría, la paz, el amor. Sí que existe, sí que existe. Sí que existe. En los manuales existe y en la realidad también. Las mujeres, pues allí, por ejemplo, cuando estamos, no sé, pues hablando en nuestras relaciones, mostramos mucho más el cariño. Yo, por ejemplo, en mis clases, cuando hablo con los alumnos, ¿no? O el día de clase que yo llego, les digo, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, con vosotras, de compartir este espacio con vosotros. Yo intento que me expresen mucho sus sentimientos, sobre todo los alumnos. Las alumnas son como más abiertas, expresan mucho más sus sentimientos. Los alumnos les cuesta un poquito más. Entonces yo creo que hay que intentar sacar esa vía emocional, fomentarla muchísimo en los hombres. Es mi opinión, yo creo que hay que fomentarla muchísimo en el ámbito masculino. No sé si he respondido adecuadamente. Bueno, en tu caso, yo le cuento lo que usted acaba de decir. Está muy claro. Bon, en tout cas, la question qu'elle a posée, elle a dit, je ne sais pas si j'ai répondu, disons, à la question posée. Bon, de toute façon, concernant ces dualités, au niveau de la représentation homme-femme, la femme associée à ce qui est la joie, l'amour, les émotions, et puis l'homme, il est associé à tout ce qui est violence, tout ce qui est l'agressivité et tout ça. Bon, elle vient selon ce qu'elle a avancé, donc cette dualité existe et dans la société espagnole et dans les manuels scolaires. Hein, d'où le besoin d'incorporer dans le curriculum de l'enseignement espagnol ce genre de contenu, et des contenus bien détaillés, avec des unités bien détaillées et des thèmes bien détaillés. C'est ce qui serait vraiment très important. Y habla también de cómo ella trata a sus estudiantes. Ah si, oui, d'accord. Donc quand elle parle d'enseignement, à propos de la question que vous venez de poser, comment est-ce que le comportement du professeur diffère du comportement de la professeure? Mais bien sûr, normalement, elle a plus tendance à construire des ponts, elle a plus tendance à manifester des sentiments envers les étudiants, et ça favorise, disons, un enseignement plus qualitatif, une ambiance plus harmonieuse, etc. Alors, je vous remercie. Permettez-moi, en principe, si vous le permettez, je voudrais lire quelque chose, une petite citation d'une avocate argentine qui s'appelle Liliana Mizrahi. Elle est une fervente défenseur des droits de la femme. Elle dit, ce que je vais vous le lire en espagnol, puis je vais traduire. Bon, elle dit c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Bon, alors elle dit, me pregunto, un sistema injusto se mantiene solo con la represión y la coerción? Un système injuste, il se maintient, il se perpétue tout simplement avec la répression et la coercion.
C'est ça. C'est voilà, la coercition, c'est très bien. Merci pour le... Bien, dice, no, la réponse es une question. No, también es necesario el consenso. Il est nécessaire pour maintenir une situation bien précise, c'est le consensus. El consenso y que el oprimido vea como natural. Et c'est le problème. Actuellement, dans notre société, l'opprimé, il conçoit comme quelque chose de très naturel. La soumission, c'est une monnaie très courante dans notre société. L'éducation est destinée, notre système d'enseignement, en tant que tout projet d'enseignement de façon générale, c'est un projet sociétal. C'est un projet de société. Alors, tout le système d'enseignement, il mène à ça. Et les contenus abordés, la professeure, disons la cité ça mène a ça. Entonces, no, también es necesario el consenso y que el oprimido vea como natural su servidumbre. Yo creo que es muy revelador de una realidad que vivimos actualmente a pesar de los pesares, a pesar de los estudios realizados y demás. Creo que en Marruecos, comparativamente con muchos países árabes, hemos avanzado demasiado. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista de lo que es el pensamiento elitista, hay una élite, yo creo que esto debería constituir la norma. Todavía no constituye la norma en nuestra sociedad. Un grand merci à vous. Bonjour. Bonjour, donc je voudrais moi aussi, je vais mettre un petit chronomètre pour être dans les temps. Voilà. Je voudrais moi aussi remercier l'équipe Tanit et en particulier Zora Alioui donc pour m'avoir beaucoup aidé à l'arrivée et puis pour avoir donné lieu à ce travail. Donc là, on n'y va pas encore. Hamza, si tu peux. Oui, je sais pas. Pas de signal. Bon, je vais peut-être démarrer. Non. Tu redémarrais là ? Bon, je crois qu'on va devoir redémarrer. Oui, là, il n'y a pas, c'est pas de cet ordre-là. Hein. Bon, je vais redémarrer. Oui, il n'y a pas de il n'y avait pas d'image. Oh non. Bon, là, je crois que... Ah, un autre portable. Attention. Hamza, tu te souviens du coup? Ah, voilà, c'est bien.
C'est le seul. Non, parce qu'à chaque fois j'avais dit surtout en termes de temps. Il y a des moments je sais pas. Donc je relance. Donc je commence tout de suite par évoquer l'approche de ce travail et par une introduction qui va mettre l'accent en premier lieu sur la double dimension, le double visage de l'école, je pense dans tous les pays et dans tous les niveaux. L'école est à la fois le lieu qui place chacun à sa place, donc c'est le prélude à la future place que nous aurons dans la division sociale du travail d'une part. Pour les femmes, ça les prépare à leur futur rôle dans l'histoire. Hein. Par exemple, en France, elles étaient élevées dans la vie privée et pour la vie privée au niveau de l'école. Et dans le même temps, paradoxalement, l'école est l'espace privilégié où on va lutter contre ces discriminations dans l'histoire. Donc déjà d'emblée, je pense que toute approche de l'école doit prendre en compte cette double dimension, à la fois, comme le disait Marx et comme le rappelait ce matin la personne qui modérait, un instrument central de la superstructure qui permet la reproduction du système économique, et en même temps l'espace donc où on va se libérer des discriminations. En France, c'est l'école de la République qui est celle qui libère le citoyen, qui grâce à l'éducation permanente va permettre à la Révolution de se dérouler au XVIIIe siècle, par exemple. Je m'excuse tout de suite de la vitesse à laquelle je vais, je suis connue pour aller très vite et j'ai beaucoup de mal donc à aller plus loin. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la France? La France est un pays très particulier puisque en France, donc, nous avons eu des nombreuses lois, on va le voir tout à l'heure, et des circulaires, on a eu au moins 40 lois, 40 circulaires. Et malgré donc cette multiplication des lois et des circulaires, il y a eu une dizaine de rapports entre 1995 et 2016 qui montrent que les représentations stéréotypées demeurent prégnantes dans les rapports, dans les manuels scolaires, en dépit donc de ces circulaires. Et ici, je vais vous parler d'un programme qui a été introduit en 2013, qui s'appelle les ABCD de l'égalité, et qui avait pour but justement de lutter contre ces stéréotypes d'une nouvelle façon. Malheureusement, ces ABCD de l'égalité qui avaient été introduits à titre expérimental dans 800 écoles et une vingtaine d'académies ont été supprimés au lieu d'être généralisés comme prévu en 2014. Donc le but de ce travail, c'est de comprendre pourquoi. La méthode, en fait, c'est la méthode de l'étude de cas, c'est-à-dire une approche qui va essayer d'analyser les acteurs, leurs intérêts, leurs enjeux et de retracer les événements qui se sont déroulés. Pourquoi? Eh bien parce que cette situation peut constituer un élément indispensable, une leçon à tirer, de mon point de vue en tout cas, de toute politique de lutte contre les inégalités à l'école dans les manuels scolaires. Donc deux parties. Tout d'abord, j'évoquerai le contexte, c'est l'histoire des politiques d'égalité des sexes en France. Et d'autre part, deuxième partie, donc, les acteurs et enjeux, j'ai mis de cette controverse qui s'est transformée des ABCD de l'égalité en un mot, une expression que je mettrai entre guillemets, qui s'appelle la théorie du genre. Donc voilà pour la première partie tout d'abord. Le contexte en France, c'est bien sûr l'UNESCO en 1960, une première circulaire qui demande l'arrêt des stéréotypes dans tous les manuels. Cette circulaire, comme nous faisons partie de l'Europe et du monde et des Nations Unies, doit être mise en œuvre. Et en France, comme dans les autres pays, cette circulaire va être retraduite. Nous avons François Mitterrand qui est élu, et à partir de 80, les circulaires se multiplient parce qu'Yvette Roudy, une féministe que vous devez connaître, Yvette Roudy donc mettre en œuvre une réelle politique féministe. C'est la première ministre du droit des femmes digne de ce nom, on va dire, en France. Et nous allons avoir trois thématiques dans cette approche. D'une part, les premières circulaires concernent la santé et l'éducation à la sexualité, les stéréotypes qui peuvent en découler, notamment on sait que chez les homosexuels, nous avons un taux de suicide extrêmement élevé dès l'école primaire à cause de l'homophobie et de la violence, et des crimes de haine et des discours de haine. D'autre part, à partir des années 2000, des conventions interministérielles qui mettent l'accent sur le principe d'égalité des chances. Et enfin, dernière thématique, sur la quarantaine de circulaires que j'ai étudiées, c'est
c'est celle de la violence à l'école qui émerge en 2012. La question du harcèlement. Voilà les 3 thématiques donc, de cette politique. Eh bien, en dépit de cette prolifération de circulaires, les rapports qui concernent la période 97-2015, notamment celui de 2016 de l'Institut Émilie du Châtelet de Paris, révèlent la multitude des stéréotypes de genre. Alors à quel niveau, je reprendrai ce qu'ont dit mes collègues, la sous-représentation quantitative des femmes, les femmes sont invisibles, surtout quand elles sont vieilles, elles sont reléguées dans la sphère domestique, elles sont dépourvues de métier. Les hommes, quant à eux, sont déconnectés de leur rôle de père. On se demande comment s'élèvent les enfants, même quand les parents ne sont pas divorcés, on ne voit pas les pères. Enfin, au niveau des livres d'instruction civique et d'histoire, les femmes sont complètement évacuées de la sphère politique. Et quand elles y parviennent, on peut penser notamment à Simone de Beauvoir, eh bien elles sont décrites de façon androcentrée. Simone de Beauvoir qui est-elle? Mais bien sûr la compagne de Jean-Paul Sartre. Ou alors elles sont l'épouse de, la fille de, la mère de, la sœur de, c'est ce qu'on appelle l'androcentrisme, comme le disait Perkins. Voilà pour le contexte et le moment où arrivent les ABCD de l'égalité. Les ABCD de l'égalité arrivent suite à un rapport de l'inspection générale en 2013. Pourtant, l'inspection générale n'est pas réputée pour être très subversive. Et néanmoins, elle a un rapport qui est en ligne, qui souligne que la politique française est cloisonnée, elle manque de relais et de vision d'ensemble, elle ne marche pas. Donc c'est quoi les ABCD de l'égalité? C'est un miracle. C'est un miracle parce qu'on se dit, sortons les écrits de leur marbre, sortons les discours du marbre des circulaires et tentons une application in vitro. Essayons de faire ce qu'on dit depuis 40 ans. C'est un grand espoir, surtout que c'est un programme pédagogique qui s'inscrit dans une loi sur l'égalité des sexes qui va être exceptionnelle pour la période. Alors, on va avoir 3 ministères, les femmes, les droits des femmes, l'éducation et bien évidemment une sportive de haut niveau nommée Nicolas Barre, qui a été vraiment échaudée parce qu'elle a entraîné des jeunes filles à Plessis Robinson et on lui a refusé toute subvention alors que les petits garçons tapent sur le ballon du matin au soir sans souci d'argent et elle a gagné. Donc Nicolas Barre va se dire on va lutter dès l'école primaire contre les stéréotypes et je vous donne donc ici, si j'arrive, 2 exemples de ces ABCD de l'égalité qui étaient sur un site internet. Vous voyez que vous avez d'une part des extraits qui renvoient à des programmes. Par exemple, ça, Les Petits Égaux, c'est un programme qui a été initié au Québec dans les années 90, qui a été repris pour les ABCD de l'égalité. Bon, j'ai pris un exemple très brièvement, Emma. Emma, donc, c'est un exemple qui veut développer chez les garçons une attitude respectueuse envers leurs camarades filles. Et c'est une histoire, donc, Emma s'est assise à la table de la cantine, tout en mangeant, elle bavarde, elles entendent les garçons de la table d'à côté chuchoter, tout à coup, alors qu'Emma se lève, Valentin se faufile et soulève sa jupe, ses copains applaudissent et rient très fort. Donc, vous voyez, donc les enfants sont mis en situation et on discute et on essaie de faire évoluer donc, les comportements de respect. Autre exemple qui là par contre concerne un ABCD de l'égalité créé explicitement pour ce programme pédagogique, là il s'agit du sport. Et vous voyez qu'il s'agit de comprendre les stéréotypes qui bloquent. Ça veut dire que les gens qui travaillent là-dessus montrent que le stéréotype de genre place l'enfant devant une double contrainte qui parasite ses jugements et restreint ses choix. Et juste pour donner un exemple, donc on voit un exemple qui est donné par les ABCD de l'égalité qui dit « Un garçon qui aime la danse, c'est bizarre quand même. Idée qu'un garçon qui aime la danse n'est pas vraiment un homme, comme un garçon qui pleure, comme on le disait. » Autre exemple, les garçons comme les filles font ce qu'ils veulent. Moi j'ai vu des garçons avec des tutus, c'est pas bizarre, c'est comme s'ils étaient des filles. Et là l'enseignante fait le travail dont on a besoin, sans lequel on ne peut pas avancer. Parce que l'enfant ne peut pas envisager les deux à la fois. Et c'est l'enseignante qui doit lui dire, c'est pas comme si c'était une fille. Un garçon qui porte un tutu ne devient pas une fille. C'est un garçon qui porte un tutu. Donc c'est l'étape clé pour le stéréotype et pour parvenir à faire comprendre à l'enfant et ne pas le bloquer. Donc, ces ABCD de l'égalité ne sont pas du tout novateurs, ils s'appuient sur des courants théoriques très anciens, par exemple le culturalisme, c'est peut-être États-Unis début 20e, Margaret Mead, l'idée, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on peut avoir des sociétés où on est violent, ou trop on est, etc.
Autre courant, le courant des années 60 qui travaille sur les stéréotypes, par exemple l'effet Pygmalion pour les gens qui font de la socio-éducation, qui montrent que la performance de l'élève est étroitement liée au regard que porte l'enseignant sur lui. Selon la note qu'on lui donne, il va avoir une évaluation différenciée. Donc on voit que ce n'est pas du tout des programmes novateurs. Eh bien, en dépit de le fait qu'il s'appuie sur des programmes assez vieux, il va y avoir un appel au boycott. Cet appel au boycott est précédé par une pétition de 60 députés dès 2011 qui vont lutter contre quelques passages dans des manuels de sciences et vie de la Terre qui évoquent la notion de sexe, d'égalité des sexes, de genre. Et en janvier 2014, nous avons Farida Belgoul, qui est d'origine algérienne, une ancienne militante antiraciste des années 80, donc de gauche, qui va lancer chaque mois les JRE, les journées de retrait de l'école. Et sur quel site? Sur un site d'extrême droite dirigé par Alain Soral qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Donc ça part de là, les parents sont sollicités tous les mois pour enlever leurs enfants de l'école. Et qui sait où ça marche? Pas partout, mais dans les quartiers populaires, et on va le voir à majorité musulmane dans certains cas, il y a des classes qui sont vides au tiers, 30% d'absents. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'autant que Farida Belgoul va diffuser une fausse vidéo sur YouTube où elle raconte qu'une institutrice a dévêtu des enfants de 3 ans en leur demandant de se toucher. Bon, elle sera condamnée pour diffamation en 2016, elle devra payer 5 000 €. Enfin, l'institutrice, bien sûr, a porté plainte contre cette rumeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en juin 2014, suite à ces actions, l'expérimentation des ABCD de l'égalité est abandonnée. On va se demander pourquoi. Pourquoi faire ce qu'a fait Farida Belgoul? Pourquoi abandonner? C'est la deuxième partie, c'est de l'étude de cas sur les acteurs. Alors tout d'abord, premier élément, en même temps que ces ABCD de l'égalité, Farida Belgoul et ses comparses ont introduit une expression qui existait déjà, qui s'appelle la théorie du genre. Est-ce que ça existe, la théorie du genre? Ben non, ça n'existe pas. Si on regarde l'histoire du genre, pourquoi? Parce que dans le genre, nous avons une grande diversité qui apparaît dans les années 60 aux États-Unis. On a des courants différentialistes et on a des courants universalistes. C'est-à-dire qu'il y a des courants qui nous disent les femmes et les hommes ont des différences irréductibles physiologiques, mais c'est un courant du genre aussi. Et on a des courants qui disent c'est l'éducation. Et malgré cette diversité, nous avons une théorie du genre qui va être, ciblée par ces personnes. Donc, pourtant, il n'y a pas de théorie, puisqu'une théorie, c'est validé, là, on discute. Et malgré ça, alors, ils vont mettre l'accent donc, sur une dimension qui fait partie des théories du genre. C'est l'approche de Butler, que vous connaissez peut-être, qui est une approche qui est reprise chez de Beauvoir, qui dit, par définition, selon Butler, le sexe n'a jamais été autre chose que le genre. Qu'est-ce que ça veut dire pour Butler? Ça veut dire que même le sexe anatomique, quand on en parle, on utilise un langage. Et quand on utilise un langage, nous dit Butler, eh bien on rentre dans l'ordre du symbolique et on rentre dans l'ordre de la hiérarchie qui existe. On ne peut pas parler de sexe anatomique de manière objective. Quand on dit le sexe anatomique féminin, c'est déjà constellé par des significations préalables. Donc c'est cette théorie-là qui est la plus controversée. Quels sont les autres acteurs? Alors il faut citer, parce que c'est l'acteur décisif en France, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique et bien sûr, si vous allez chercher, dès le milieu des années 90, le Vatican va construire ce concept. Dès 95, suite à une conférence sur le droit des femmes par l'ONU, et elle va s'inquiéter. Et le pape François n'en est pas à son coup d'essai en 2016, puisqu'en 2016, il accuse l'Emmanuel français de propager un sournois endoctrinement à la théorie du genre. Et comment il le sait, le pape? Parce qu'il a un ami qui est père de famille et qui lui a dit que son fils, il lui a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mon chéri? Et le fils a répondu être une fille. Et donc du coup, le pape s'indigne, mais où mènent les études en France? Fin 2012, une réunion entre une trentaine d'associations crée un collectif dont vous entendrez malheureusement parler, la Manif pour tous, et dans ce collectif où il y a une trentaine d'associations, on a 3 niveaux d'aspiration religieuse, catholique, protestant et musulman. C'est une coalition islamo-catholico-protestante, etc.
Alors cette manif pour tous, elle va vraiment bouger. Au départ, on a deux créatrices qui sont Frigide Barjot et Béatrice Bourges. Puis ça se durcit. Il y en a qui commencent à faire des sittings, etc. Et finalement, c'est Ludovine de la Rochère, qui est enseignante d'histoire-géographie, qui prend la tête de la manif pour tous. On va voir pourquoi, dans les minutes qui viennent, pourquoi ces changements. Alors, qui y a parmi les acteurs? Outre l'Église, on a la droite politique et la gauche politique. Regardons pour la droite politique en France, dès les années 2000, nous avons bizarrement une instrumentalisation de la question des droits des femmes. Au moment où, sous Sarkozy, il y a un ministère, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'identité nationale qui est créé. Et bien dans le même temps, on instrumentalise la question des droits des femmes et on dit pour l'identité française, pour ne pas être envahi par d'autres religions, créons la laïcité à l'école. Et c'est l'époque où, dès la maternelle, des séances sont proposées pour le respect homme-femme par la droite actuelle, par l'équipe actuelle qui candidate pour la présidence de la République. Donc, à partir de 2012, basculement, la loi Taubira, on est sous Mitterrand, et là, qu'est-ce qui se passe? La droite n'est plus favorable ni aux ABCD de l'égalité, ni à rien. Alors pourquoi? Eh bien parce que Farida Belgoul cible les familles populaires musulmanes, elle est elle-même ancienne militante antiraciste. Quant à Frigide Barjot, elle est invitée par l'Union des organisations musulmanes françaises et elle leur dit « Vous êtes ceux qui feront basculer la loi ». Et bien évidemment, ça ne plaît pas. Pourquoi ça ne plaît pas? Parce qu'on a des gens qui disent « Mais pire que le péril de la lutte par rapport aux femmes, on a le péril musulman. » Là, elle fait appel aux musulmans. La droite n'est pas d'accord pour cette coalition. Et il y a un renversement qui fait que Ludovine de la Rochère prend la tête du mouvement. Bon, on a presque fini. Les acteurs de gauche ne sont pas mieux dotés, puisque le gouvernement socialiste retire les ABCD de l'égalité. Benoît Hamon, par exemple, est celui qui retirera les ABCD de l'égalité. Juste avant, nous avons Vincent Peillon qui brille par ça, qui ne maîtrise pas son sujet. Si ça marche, je ne sais pas si ça va marcher, mais voilà ce que nous dit Vincent Peillon. Que nous dit Vincent? Il n'y a pas de débat sur la théorie du genre, on l'a dit à plusieurs reprises, aucun. Par contre, bien entendu, il faut lutter contre toutes les discriminations, à la fois de race, de religion, et bien entendu sur les orientations sexuelles, car elles causent de la souffrance. Nous sommes pour l'égalité filles-garçons, pas pour la théorie du genre, et nous sommes pour lutter contre les discriminations. Donc voilà, donc on voit ici que Vincent Peillon croit qu'il y a une théorie du genre, manifestement, puisqu'il nous dit qu'on n'enseigne pas la théorie du genre à l'école, nous dit Vincent Peillon. En réalité, la seule personne qui maîtrise son sujet, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Malheureusement, Najat Vallaud-Belkacem va se transformer très rapidement. Allons prendre un tweet qui nous vient du compte Twitter Droite décomplexée et qui se demande, au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques à l'école, j'imagine. Votre question, comment il s'appelle? Droite, monsieur. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Voilà, donc la seule personne qui dit que malheureusement elle va être vraiment utilisée comme bouc émissaire, vous voyez, une Marocaine musulmane à l'éducation nationale dans Minute, mais pas seulement dans Minute. Bon, Valeurs Actuelles, l'Ayatollah, enquête sur la ministre de la Rééducation nationale. On voit, et puis Julien Drey, quand même, ancien député socialiste, la théorie du genre à l'école, c'est la conséquence d'un féminisme qui est radicalisé. Najat, elle, est sur la ligne des féministes ultra-américaines qui sont en train d'émasculer les sexes. D'ailleurs, elle lui a répondu en lui demandant s'il pouvait se lever, si tout allait bien pour lui. Et donc, on voit ici que la seule personne va être diabolisée à un point incroyable. Alors, comment interpréter cette violence? Ce sera le dernier point avant de conclure. Pourquoi une telle violence? Pourquoi cet échec? Parce que finalement, toute politique va être confrontée à un moment donné
à cette levée de bouclier, je pense, dans n'importe quel pays, c'est ce qu'il faut se dire. Ce n'est pas franco-français, loin de là, on le verra. Alors tout d'abord, il y a quand même une influence du modèle républicain français. La loi Taubira, bien sûr, qui est perçue comme le reflet du communautarisme des communautés, c'est une loi pour les homosexuels, donc ça a bien sûr contribué. L'école serait gangrénée par une théorie qui détruit la famille, pilier du modèle républicain. Mais surtout, on est dans un climat de montée du racisme, de l'antisémitisme et de l'homophobie. Et c'est ce qui explique cette levée de bouclier. Par exemple, Christiane Taubira, représentée comme un gorille menaçant la France, qu'elle reparte dans sa brousse, les lianes l'attendent. C'est une députée en tweet qui a été retirée, mais néanmoins, bon, quant à Najat Vallaud-Belkacem, autre tweet, est à moitié marocaine, donc soumise au roi du Maroc, vous voyez le niveau. Quant à Judith Butler, à l'origine de la théorie du genre, il y a une juive lesbienne américaine. Donc, en fait, c'est un espace où les théories de la haine trouvent un terreau favorable. Et là, ça ne peut pas, ça c'est partout que c'est comme ça, je pense. Là, c'est tout au moins. Pour conclure, est-ce que cette situation résulte d'une méconnaissance ou d'une stratégie? Quand on utilise le mot théorie du genre, d'abord, on a dit que ça avait été créé par la théorie catholique, par l'Église catholique, c'est la théorie du genre, et qu'en France, donc, vous voyez sur ce tableau qui reprend les occurrences de l'expression théorie du genre dans la base de données Europress, vous voyez que le mot théorie du genre n'existe pas en France. Vous avez toutes les revues et les journaux en 2011, et qu'en 2014, ça explose, la théorie du genre, de 3567 occurrences. Donc en réalité, la recherche que j'ai un petit peu faite là me laisse imaginer que l'hypothèse de la méconnaissance n'est pas valide. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens ne comprennent pas. Alors la communauté scientifique à l'époque, il y a eu des pétitions contre, ça n'existe pas, les chercheurs sont allés dire mais non, ça n'existe pas la théorie du genre, ils se trompent, faisons œuvre de pédagogie contre... Mais pas du tout. La théorie du genre est une stratégie rhétorique, et comme dit Bourdieu, comme disait Bourdieu en 80, c'est un pouvoir symbolique de nomination qui contribue à faire la réalité sociale en la nommant. C'est-à-dire on construit donc un espace de théorie du genre qui a des conséquences. Les ABCD de l'égalité sont supprimés, on a un recul idéologique, le mot genre est éliminé de la documentation publique alors qu'il venait seulement d'arriver, les financements liés au genre ont été supprimés du jour au lendemain en Île-de-France. Dès qu'il y a le mot genre, on sort on refuse aujourd'hui. Et en outre, ce n'est pas qu'en France. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'articles qui montrent que toute l'Europe est aujourd'hui gangrénée par des mouvements qui luttent à des titres divers contre les programmes scolaires et l'évolution vers l'égalité des sexes. Alors, c'est moi j'appelle ça le paravent du genre. Pourquoi? Parce que si vous analysez ces organisations extrémistes, ils nous disent ça cible c'est Butler. On veut juste revenir à enlever Butler. Mais en réalité, quand on regarde la propagande, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'objectif de ces groupuscules, là ce sont les affiches de la Manif pour tous, c'est de remettre les stéréotypes. Ce n'est pas Butler. Les stéréotypes, c'est leur but. Qu'ils restent les stéréotypes. On ne veut pas les enlever, les stéréotypes. Pas touche à nos stéréotypes. Et tous les stéréotypes, vous voyez les stéréotypes curieux là. Pas touche à nos stéréotypes du ménage. Pas touche à nos stéréotypes de celui que voit Bruegel et Cromer, le papa dans le fauteuil, il y est là. Et pas touche à nos stéréotypes sexuels, qui supposent des relations particulières entre les sexes. Donc c'est l'idée finalement que, de mon point de vue, la théorie du genre est un paravent, cette espèce de mirage, et que ce n'est pas lié à... Bon, est-ce que je peux conclure malgré le... Merci Monsieur le Président. Donc, voilà, je vais parler avec. Donc l'échec des ABCD de l'égalité résulte de la stratégie d'une multitude d'acteurs hétérogènes, les associations religieuses, l'extrême droite, les parents d'élèves, qui visent, alors quel est leur but? Ils veulent restaurer la complémentarité des sexes telle qu'elle existait en France dans l'après-guerre. En fait, c'est les années 60 qui sont l'objectif.
c'est-à-dire revenir à des femmes qui sont soumises, qui sont au foyer, une école qui reconstruit ces dimensions. Donc ce n'est pas la théorie de Butler. Hein. Le dispositif théorie du genre est un dispositif rhétorique qui vise à instituer une notion repoussoire. Et à chaque fois qu'on dit il n'y a pas de théorie du genre, on réactive la théorie du genre. En fait, hein, comme le dit Lacan, le fait de nier un espace contribue à le réintroduire dans l'imaginaire et à le diffuser. Donc, l'effet positif, néanmoins, si je m'inspire de Karl Popper, épistémologue que vous connaissez peut-être, c'est qu'à force de parler de théorie du genre, tout le monde en France connaît la théorie du genre, alors que personne ne connaissait le genre. On arrive à débattre, ce qui est le signe d'une scientificité et d'une avancée. Par contre, quelles leçons tirer pour l'avenir de la lutte pour l'égalité des sexes? Et c'est ce que se demande Joanne Scott, que vous connaissez peut-être, une américaine qui se demande si le genre, le mot genre, est vraiment toujours une catégorie utile d'analyse. Voilà, je vous remercie.